les intervenants. On continue cette fois-ci. Alors on va continuer à parler des animaux de l'océan qui nous fascinent. On a parlé des baleines, on a parlé des requins. On va parler cette fois-ci des zooplanctons. Vous savez, les petits animaux, les petites plantes, tout ça. Qui de mieux pour cette partie, je vous raconte une histoire et pour cause, on va continuer à raconter des belles histoires avec le thème Vive le peuple invisible de l'océan, deuxième poumon de la Terre. Ça, c'est une question à laquelle va prendre le temps de répondre Colomban de Vargas, le directeur de recherche et directeur de la Fédération de recherche de Gossi du CNRS. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Où est-il? Je suis là. Allez, c'est parti, c'est à vous, le micro et la chaise que vous voulez. Voilà. Ça va? Oui. Très bien. Donc, merci beaucoup, Dominique, pour cette invitation. Et Dominique m'a demandé de raconter une histoire, mais en fait, je vais en raconter 3 en 15 minutes, ce qui est un peu un challenge, mais je vais essayer de faire 5 minutes chaque histoire. Et donc la première histoire que je voulais vous raconter, en fait, c'est la vôtre et c'est la nôtre, et c'est l'histoire de votre naissance. Et en fait, moi, donc, je suis un biologiste marin, je travaille à la station biologique de Roscoff, et ça fait un moment que je me dis que, je ne sais pas pourquoi on fête notre anniversaire le jour où on sort du ventre de notre mère, alors qu'on devrait vraiment, je pense, le fêter avant, puisque en fait, 9 mois, on devrait le fêter 9 mois avant, véritablement, parce qu'au moment en fait, où il y avait une petite cellule flagellée qui a rencontré une autre petite cellule, un œuf dans le ventre de votre maman, et qui ont fait une toute petite cellule de l'ordre de quelques millièmes de millimètres, et qui était nous, qui était vous. Et donc, on a tous commencé en fait, notre vie en fait, comme un microbe aquatique dans le ventre de notre mère. Et après, ce petit microbe a eu toute une aventure. Il est passé par un stade un peu poisson avec des ébauches de branchies. Il est passé par il a commencé à ressembler à une petite salamandre. Et puis, à un moment donné, je trouve qu'à quelques mois, là, on ressemble à un petit lamantin, un peu un micro-lamantin. Et puis, enfin, on a ressemblé un petit peu à quelque chose de terrestre, avec des doigts qui poussent, bien sûr. Et puis, finalement, on sort. On fait le passage du monde aquatique au monde terrestre avec la première bouffée d'oxygène. Et dans cette bouffée d'oxygène, enfin la première respiration, en fait, on avale des tonnes de microbes. On avale des virus, des bactéries, et on est une éponge à microbes, et on est un écosystème microbien. Et on continue notre vie avec 60% de notre poids corporel qui est de l'eau, dont la salinité ressemble beaucoup à la mer. On est en espèce d'océan sur pattes, avec, je vous rappelle, autant de cellules microbiennes dans votre corps que de cellules humaines, et 10 fois plus de gènes microbiens que de gènes humains. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de revoir le concept de l'humain comme un écosystème. On ne peut pas vivre sans ces microbes, on ne peut pas manger, on ne peut pas digérer, mais on ne peut pas faire toutes sortes d'autres choses. On est en train de mettre en corrélation ces gènes microbiens avec toutes sortes de maladies. Il y a eu des expériences de souris en fait, sans microbio, mais elles deviennent complètement folles. En fait. Et ça joue même sur notre psychologie. Donc on ne peut pas vivre sans ces microbes. Donc on devrait vraiment se souvenir, je ne sais pas pourquoi on a eu peur et on ne se souvient plus de notre vie de microbe aquatique. Donc ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire de beaucoup plus ancienne de notre habitat, d'une vieille dame qui est la Terre, qui a 4,5 milliards d'années derrière elle. Et la Terre aussi, je pense qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui réalisent que la vie est apparue il y a 4 milliards d'années, mais pendant 3 milliards d'années, pendant plus de 3 milliards d'années, il n'y avait que des organismes invisibles sur Terre. On n'aurait rien vu, que des organismes microbiens. Et donc ça, c'est complètement dingue, parce qu'en fait, donc, ces microbes se sont diversifiés en une diversité absolument phénoménale, et ont en fait interagi avec la matière, et ont construit leur corps avec la matière, et ont changé les états de la matière, les états d'oxydation ou de réduction, et en fait ont mis en place tous les cycles biogéochimiques de notre habitat, la Terre. Et donc la chose la plus fondamentale, c'est le passage de l'oxygène, c'est-à-dire qu'il y a pendant 2 milliards d'années, il n'y avait pas une goutte d'oxygène sur Terre. Et c'est des microbes qui ont commencé à pouvoir capturer la lumière du soleil pour créer de la matière organique, des sucres, et qui ont commencé à oxyder l'atmosphère terrestre. Il y a eu une poussée d'oxydation environ il y a 700 millions d'années, avant que les animaux apparaissent. Et déjà, l'atmosphère était complètement oxygénée par le monde microbien. Les plantes, c'est un épiphénomène qui est apparu beaucoup plus tard, c'est 400 millions d'années. Donc en fait, les animaux sont apparus bien avant les plantes, mais on est arrivé dans un habitat où il y avait déjà plein d'oxygène pour vivre comme un animal, pour avoir la dynamique, l'énergie d'un animal. Donc en fait,
la planète, elle est essentiellement, c'est une planète de microbes, c'est une planète microbienne. Les animaux, les plantes, c'est vraiment quelque chose qui vient très tardivement. Et la planète vivante pourrait très bien fonctionner sans les animaux et les plantes, malheureusement. Et donc voilà, ça c'est l'histoire de Madame la Terre. Et maintenant, je vais peut-être vous raconter une histoire un peu plus personnelle. Donc moi, je suis suisse, en fait. Donc je suis un habitant des montagnes. Et j'ai été un peu biberonné avec les histoires de la Calypso et les vacances en Bretagne. Il y a vraiment une connexion entre la Suisse et la Bretagne. On est les meilleurs marins du monde, en fait. Donc voilà, j'ai eu la chance, en fait. Donc je voulais absolument travailler sur l'océan. J'ai fait un master à Tahiti. Je me suis pendant 1 an. Et après, j'ai commencé une thèse à Genève avec un monsieur, Jan Pawlowski, mon professeur de thèse, là, qui m'avait offert En fait, à cette époque-là, j'étais vraiment très paumé en venant de Tahiti. J'étais un peu tropicalisé. J'ai eu le syndrome de la diarrhée. Et donc, je ne savais plus trop ce que je voulais faire. Je voulais même, à cette époque-là, je voulais même lancer dans le piano, en fait, parce que je faisais beaucoup de piano. Et puis, donc, j'ai rencontré ce monsieur polonais, professeur à l'Université de Genève, qui m'avait dit, tiens, fais une thèse sur les foraminifères planctoniques. Donc, j'étais complètement angoissé à l'idée de faire ça. Et puis, voilà, par dépit, je me suis lancé là-dedans. Et en fait, c'était le plus beau sujet qu'on peut imaginer, parce que les foraminifères, ce sont des microbes géants, c'est les dinosaures des microbes, ils vivent partout. Et ils flottent partout dans l'eau et ils ont constitué, vous savez, une grande partie des sables, des centaines de mètres de sable qu'il y a au fond de l'océan, avec lesquels on a reconstruit en fait l'histoire du climat de notre planète. Donc j'ai commencé à faire alors j'ai surtout eu la chance aussi d'être catapulté au tout début de ma thèse sur un bateau océanographique. Et en fait, c'était vraiment au tout début, je ne savais même pas ce que c'était qu'un foraminifère. Et on me met sur un bateau qui s'appelle le James Clark Ross et qui fait des allers-retours entre l'Angleterre et les îles Malouines. Et donc là, j'étais là-dessus, sur ce bateau tout seul, parce qu'il y avait un désistement, quelqu'un qui n'avait pas pu venir. Donc je me suis retrouvé avec mon petit bouquin, ma petite loupe, et c'était, figurez-vous, le lancement du satellite SeaWiFS, vous savez, celui qui a pris la couleur de l'océan, avec laquelle on a pu calculer que l'océan produit la moitié de l'oxygène de la planète. Donc il y avait la NASA à bord, et moi avec mon petit microscope et Donc je suis allé me planquer dans un coin du bateau, et pendant toute la traversée, en fait, pendant 6 semaines, j'ai regardé, mais jour et nuit, le microbiome marin. Et là, ça a été un choc complètement incroyable parce que, en fait, il change tout le temps. C'est hyper beau, c'est extrêmement beau. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de préparer des images. Une beauté absolue. Oui, au début, alors c'était très drôle parce que j'étais vraiment seul. Et puis, au début, je devais trier mes foraminifères, j'arrivais pas à les voir. Je triais des œufs de poisson au début, je me rappelle, jusqu'à ce que je commence à les identifier. Et puis, je me suis vraiment perdu dans ce microbiome. J'ai eu cet effet soupe magnifique. Et puis voilà, en fait, je suis comme Obélix, je m'en suis jamais sorti de cette soupe. Et donc après, j'ai passé toute ma carrière en fait à étudier ce microbiome marin. Et en fait, donc ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas du tout. Alors, quand je vous dis microbes, vous pensez peut-être à des bactéries ou des virus. C'est un peu ce qu'on apprend à l'école. Et malheureusement, chaque fois qu'on parle d'un microbe, c'est pour parler d'une maladie en fait. Depuis la peste de Pasteur jusqu'au Covid. Les microbes ont cette mauvaise réputation, mais la vérité, c'est que 98% des microbes sont nos meilleurs amis, nos cousins lointains, et complètement essentiels juste à notre survie. Et donc tous ces microbes-là, on en parle beaucoup moins. Et surtout, je sais pas combien d'entre vous ont entendu le mot protiste, par exemple. Vous avez un protiste, ouais, peut-être quelques-uns, mais... Et donc les protistes, par exemple, ce sont les microbes les plus diversifiés. Les protistes, ce sont des microbes qui sont complexes, qui ont mis leur matériel génétique dans un noyau, comme nos cellules. En fait, c'est comme nos cellules, mais à l'état unicellulaire. Seulement, les protistes, c'est des cellules qui sont beaucoup plus complexes que les nôtres. Il y a de ces protistes qui font des petits squelettes de verre, de matière organique, de calcaire, de sulfate de strontium, de toute matière. Ils font des cathédrales à l'échelle unicellulaire, c'est d'une beauté mais absolue. En fait, il y a plus de formes, quand vous regardez ce microbiome, il y a plus de formes que celles que vous voyez dans le monde visible. Donc c'est complètement dingue. Et puis, ces protistes ont des génomes qui sont plus grands que les nôtres. Les dinoflagellés, qui sont par exemple un groupe où il y a plus d'espèces que toutes les plantes terrestres, ils ont des génomes 10 à 100 fois plus grands que le nôtre. Et ils ont des comportements incroyables. Il y a par exemple un dinoflagellé qui a un œil. Donc il a
Il a un véritable œil avec une rétine, une cornée, et donc il capture les rayons, la lumière, et on le voit chasser en fait. On le voit chasser, c'est une cellule, il n'y a pas de cerveau. On ne sait absolument pas comment il processe cette information, donc il n'y a pas de réseau neuronal pour avoir un comportement. Mais quand vous regardez ce dinoflagellé dans les yeux, je vous assure que ça vous fait quelque chose. Donc on est en train de découvrir en fait l'incroyable et la diversité, en fait, ce qu'on appelle la biodiversité sur Terre, elle est essentiellement dans ces cellules qu'on appelle protistes, que très peu de gens connaissent. Et donc on parle de biodiversité sans savoir ce que c'est que cette biodiversité. Et donc, bon, pour moi, c'est clair que la découverte, enfin l'exploration du microbiome, du microbiome planétaire, c'est l'objet des décennies à venir. En fait, on a compris ce que c'était qu'un atome, une cellule. On a pas mal étudié les organismes. On a fait le tour je crois qu'il y a 400 000 espèces de plantes sur Terre. Il y en aura peut-être 500 000 au bout du compte. Mais on a fait le tour. Et là, il faut comprendre la base, en fait, l'essentiel, qui est ce microbiome. Et donc, je vais, moi, passer le reste de ma vie de scientifique et l'énergie que j'ai à essayer de développer. Parce que le problème, je ne crois pas qu'on pourra faire ça dans l'académie. On est trop petit. Et donc, il faut vraiment emmener la société, découvrir, en fait, redécouvrir, en fait. Je pense qu'on est vraiment à l'entrée d'une jungle, comme au XVIIe siècle, quand on était allé voir les grands organismes, quand les explorateurs, en fait, mais personne ne pouvait le faire. Là, ce qui est génial, c'est qu'on peut rentrer dans cette jungle tous ensemble. On peut y aller, et on est en train de développer des instruments frugaux mais scientifiques pour à la fois voir les microbes, participer en fait au recensement en fait de tous ces microbes, et aussi pour pouvoir vraiment mesurer quantitativement. Donc maintenant, il y a des instruments d'imagerie automatique, de séquençage qui permettent ça. Et donc là, on est en train d'essayer de réduire le prix de ces instruments. Et on fait des collaborations avec Sorbonne Université, que Christophe Prazuc va vous présenter, avec la Marine nationale, et aussi avec des extraordinaires associations d'étudiants. Il y a des représentants ici de Cellotech, c'est des étudiants de l'EPFL, qui sont venus de Suisse hier en voiture, et qui sont des équipages. En fait, il y a beaucoup d'écoles d'étudiants qui veulent maintenant, en année de césure, faire 6 mois à la découverte des low-tech, et d'une mesure participative frugale du microbiome planétaire. Donc c'est assez génial. Je pense qu'en ces temps un petit peu d'éco-anxiété, c'est hyper rassurant de voir cette soupe, parce qu'il y a toutes sortes d'organismes, il y a plein de choses à découvrir, il y aura plein évidemment de molécules à découvrir, à comprendre, et ce sont des exemples aussi, ces microbes d'économie circulaire en fait. On a énormément à apprendre, et ça permettra aussi, je pense, à tout le monde de se reconnecter aux origines microbiennes de notre vie et de la planète. Je vous remercie. Yes. Merci beaucoup encore, Colomban de Vargas.